bienvenue dans ce 100e épisode. Waouh, 100e épisode. J'ai encore du mal à y croire, des mois et des mois que je le prépare, car j'avais vraiment envie de marquer le coup, d'avoir un effet de waouh de ta part et de t'offrir un épisode que tu n'es pas prête d'oublier. Pourquoi ? Car j'espère que tu vas avoir envie de le partager à un maximum de personnes autour de toi, sur les réseaux sociaux par exemple, afin de m'aider à rendre ce podcast encore plus visible et ainsi faire connaître l'histoire des 99 autres femmes qui sont déjà passées derrière ce micro. Maintenant, laisse-moi te dire ce que tu t'apprêtes à découvrir. Ce ne sera pas un épisode, ni une femme, mais ça sera 3 épisodes et 4 femmes. Je veux que ce 100e épisode parle à différentes personnes et réponde à différents questionnements que l'on peut tous avoir, jeunes ou moins jeunes, expats, immigrés, non immigrés, ou parents ou encore enfants. Tu vas donc découvrir l'histoire d'une famille bien unique. Dans les années 2000, un couple belge, Charlotte et son mari, décident de quitter leur Belgique natale pour s'installer au Cambodge. Avec 2 petites filles déjà dans leur vie, Colienne, 4 ans, et Florence, seulement 1 mois, ils entreprennent ce voyage vers l'inconnu dans un pays qui sort d'une période bien difficile. Leur désir d'explorer de nouveaux horizons et de vivre une vie empreinte d'aventure les pousse à embrasser cette expérience unique. Ils s'établissent au Cambodge, un pays vibrant d'histoire, de culture et de beauté exotique. C'est là, ou du moins en Thaïlande, que leur 3e fille, Héloïse, voit le jour. Pendant 10 années, cette famille va bâtir des souvenirs, créer des liens très intenses avec des Cambodgiens, mais aussi vivre des moments qui ont façonné leur identité de manière profonde. Dans la première partie de cet épisode, tu entendras principalement la voix de la maman, Charlotte, qui nous guide à travers les motivations qui les ont poussées à partir vers le Cambodge. Elle partage avec nous les rêves et les espoirs qui les ont animés. Puis dans la deuxième partie, tu vas avoir un kaléidoscope de souvenirs. Charlotte et ses 3 filles prennent la parole tour à tour, nous transportant dans leurs moments les plus précieux vécus au Cambodge. Ces récits personnels nous dévoilent une multitude de perspectives sur cette aventure d'expatriation. Spoiler alerte, ces enregistrements ont été effectués séparément et elles découvrent leurs différents témoignages en même temps que toi. Et enfin, dans la 3e partie, nous aborderons le retour en Belgique. Un chapitre qui n'a pas été sans difficulté mais qui a également été empreint d'une profonde réflexion pour toutes. Les voix des 4 femmes se rejoignent pour partager leurs pensées sur cette étape inévitable de leur parcours et expliquer pourquoi elles la considèrent aujourd'hui comme une étape essentielle, mais qui reste toujours bien marquée dans tous les esprits. Tout au long de ce 100e épisode, tu découvriras donc le pouvoir des histoires individuelles qui se tissent ensemble pour former le récit d'une famille unie par l'expérience de l'expatriation. J'espère que comme moi, tu vas te laisser emporter par cette exploration de la vie d'une famille qui a osé franchir les frontières et qui en a retiré des leçons inestimables 12 années plus tard. À tout de suite. Bonjour à toi Charlotte. Bonjour Kelly. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière de ta jeunesse? Dans quel cadre tu as grandi? Dans quel cadre familial? Est-ce que tu avais des frères, des sœurs? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Et qu'est-ce qui t'a amené à quitter la Belgique la première fois? Alors, j'ai grandi, dans une famille de 5 enfants. Moi, je suis la 4e de 5, ce qui m'a permis de faire des choses que des aînés ne font probablement pas. J'ai grandi dans une famille assez traditionnelle, mais déjà à l'époque, les parents aimaient nous emmener en voyage. On avait cette chance-là, donc on a eu le goût du voyage très tôt, déjà dans notre enfance. C'était plus des bateaux, on était souvent en bateau à voile pendant l'été, mais malgré tout, il y avait le goût du voyage qui s'est installé. Et puis surtout, mon frère aîné, qui a 10 ans de plus que moi, lui est parti un jour, il faisait ses études de médecine et il est parti en autostop, tout seul, jusqu'en Inde. Et ça, c'était une première un peu pour la famille. Et je crois que, vu les aventures de mon frère aîné, moi, quand j'ai décidé de partir, mes parents n'avaient plus grand-chose à dire et ils se sont dit que voilà, je pouvais partir. Ils étaient un peu rodés, en tout cas très, très tolérants. Et je l'ai jamais dit, je l'ai jamais dit assez à mes parents, mais en tout cas, je l'ai souvent dit à mes enfants. Je pense que c'est le plus beau cadeau que mes parents m'aient fait. C'était de m'autoriser à partir seule, comme ça, en Amérique du Sud, parce que ça a été une expérience magnifique et surtout une grande aventure humaine et très, très, qui apporte énormément de choses. Donc, est-ce que tu penses que tu avais des peurs ou est-ce que le fait d'avoir voyagé avec ta famille et d'avoir vu ton frère expérimenter ce road trip en Inde, ça t'a donné du courage? Je ne sais pas si ça m'a donné du courage parce qu'il y a un grand décalage d'âge entre lui et moi, mais je pense que ça m'a donné l'envie de voyager. Cette envie, elle était en moi, elle était innée et donc il fallait que je voyage. C'était une promesse que je m'étais faite pendant mes études. J'ai fait des études d'infirmière et de sage-femme ensuite.
Et cette promesse, je me l'étais faite. Je m'étais dit, OK, je termine mes études et puis je pars en voyage, quel qu'il soit. Mais je savais que j'avais envie de l'Amérique du Sud. Et donc, il fallait que je réalise ce rêve-là pour moi. Qu'est-ce qui t'a attiré en Amérique du Sud? Je ne sais pas. Je crois que c'est très difficile à dire, mais dans ma tête, c'était très clair. À 20 ans, je commençais par l'Amérique du Sud, et puis j'irai en Asie, et puis éventuellement en Afrique. Ça, c'était dans mes projets. Et puis finalement, c'est un peu ce qui s'est fait. Pas tout à fait par hasard, mais en tout cas, j'ai commencé par l'Amérique du Sud. J'aimais l'espagnol que je connaissais pas du tout. J'avais l'impression de me retrouver dans un contexte où peut-être je m'y retrouverais plus. Dans une culture, en tout cas. Comme tu le sais, l'Amérique du Sud, c'est très grand, c'est un continent très grand. Comment t'as fait ton choix? De quel pays t'allais poser tes valises? Un peu par hasard, en fait, à l'époque, on voyageait pas tant que ça. C'était beaucoup plus compliqué qu'à l'époque actuelle. Et de fil en aiguille, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, ah, ben, je connais une infirmière belge qui travaille en Équateur. Et j'étais entrée en contact avec cette infirmière qui m'a dit, oh, ben oui, tu peux venir, pas de souci. Moi, elle travaillait sur des projets sociaux dans les quartiers un peu difficiles de Quito, qui est la capitale de l'Équateur. Et elle m'avait dit, ben, viens en tant que bénévole, moi je serais ravie de t'avoir et je te donnerai un petit boulot de bénévole et comme ça, voilà, tu feras ton expérience. Et donc je suis partie comme ça, sauf que je devais partir avec une amie qui s'est désistée. Et donc je suis partie toute seule finalement là-bas, sauf qu'en arrivant, elle m'a dit, ben, tout compte fait, j'ai plus de boulot pour une bénévole parce que le médecin avait donné sa démission. Donc ça a été un peu la débrouille au début, je ne te le cache pas. Et tu as mis dans un de tes commentaires, est-ce que je me suis posé la question de ce que je faisais là? Oui. En grand, oui. Quand tu atterris à 2800 mètres d'altitude, que tu parles pratiquement pas l'espagnol et que tu te demandes vraiment qu'est-ce que tu fais là et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix. Mais voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Comment t'as réussi à rebondir justement en ayant ce sentiment de qu'est-ce que je fous là? Eh bien, je me suis installée dans un hôtel, un petit hôtel sympa. Alors, c'est une petite anecdote, mais je suis arrivée à l'aéroport de Quito toute seule, là, une blonde comme ça, au milieu de tous ces Équatoriens, sans parler l'espagnol de nouveau. Et là, j'ai été envahie de chauffeurs de taxi qui voulaient bien sûr m'emmener dans tous les hôtels de la ville. Et j'ai repéré une petite dame qui était aussi chauffeur de taxi, une petite dame âgée, avec un vieux taxi. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été vers elle et je lui ai dit, Madame, je vais venir avec vous dans 3 mots d'espagnol. Et elle m'a conduite dans un petit hôtel que voilà, j'avais réservé. Et là, je me suis posée pendant 24 heures en me demandant vraiment ce que je faisais là, parce que j'étais très seule. Et puis, j'ai commencé à me promener, à me balader. Puis, j'ai recontacté cette infirmière belge et j'ai été dîner un soir chez elle. Et de là, de fil en aiguille, elle m'a dit, ben, tout compte fait, il y a un nouveau médecin qui a commencé dans un projet dans les bidonvilles de Quito. Et donc, si tu as envie, eh bien, écoute, tu peux travailler avec lui. Et donc, je me suis tout de suite lancée. Je me suis dit, bah, c'est le meilleur moyen pour m'habituer, pour apprendre l'espagnol. Donc, je me suis lancée directement. Ce qui n'a pas été facile au début, mais qui a été une magnifique aventure. Et rien de tel que de travailler pour apprendre une langue, parce qu'au moins, tu t'intègres très, très vite. Et pour moi, c'est une des choses essentielles, c'est d'apprendre la langue d'un pays, même si c'est un petit peu. L'espagnol, c'est facile. L'aventure après, c'était plus compliqué, mais il faut s'intégrer en apprenant un peu la langue. Ouais. Et du coup, toi qui es dans le domaine hospitalier, au niveau des termes techniques, comment t'arrivais à justement communiquer au tout début? J'ai appris très vite, mais c'était pas du tout les mêmes termes techniques parce que là, je travaillais pas en hôpital. Je travaillais vraiment oui, dans les bidonvilles. On avait un petit cabinet médical et on accueillait des enfants de familles défavorisées. Donc, j'ai appris la conversation du quotidien et avec les enfants, il n'y a pas mieux qu'avec des enfants pour apprendre à parler parce que d'office, tu es obligé, d'office, ils te poussent dans tes retranchements et donc très vite, voilà, c'est venu tout seul et l'espagnol n'est pas difficile quand on parle le français, il faut reconnaître. Et l'espagnol d'Amérique du Sud est facile parce qu'ils le parlent plus lentement que les Espagnols en Espagne, donc ça a été très bien. Et donc, cette aventure se passe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe par la suite? Ah non, je ne suis pas rentrée en Belgique. En fait, j'étais partie pour 6 mois et puis j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Je l'ai rencontré là à Quito aussi. Il était médecin et médecin de la même fac que moi, hein, belge et même faculté que moi, mais il a fallu qu'on se rencontre à des milliers de kilomètres, c'est comme ça. Et donc, au lieu de 6 mois, je suis restée 2 ans et demi. Donc ça m'a permis d'aller dans un autre projet, de travailler alors à ce moment-là comme volontaire, salarié. Il fallait que je gagne un peu ma vie quand même. Et d'apprécier encore plus ce pays, de parler couramment l'espagnol. Je le parlais aussi bien que le français, donc c'était très, très confortable. Et c'est pour ça que je dis, c'est confortable de parler une langue. Ça change toute la vision des choses. Et donc voilà, et après 2 ans et demi, on s'est dit qu'on allait rentrer, puisqu'on avait décidé de se marier. C'est une jolie histoire.
Et donc, on est rentré en Belgique. Après, voilà, c'était une aventure qui se terminait, mais le retour en Belgique s'est bien passé. Moi, j'ai retrouvé très vite mon travail en tant que sage-femme à l'hôpital ici à Bruxelles. Et puis, mon mari, à l'époque, travaillait aussi pour un institut de médecine tropicale. Donc, très vite, on s'est remis dans le bain, on s'est mariés, on a eu notre première fille. Et puis, rien à faire. Il y a eu un moment donné où le virus du voyage nous a repris et tous les deux, on avait ça comme objectif. Et je pense que c'est vraiment important. Ça fait partie des choses que je trouve importantes. C'est de dire que si on part ensemble, en famille ou à deux, il faut que ce soit un objectif pour tous les deux. Parce que j'ai vu des couples se séparer parce que justement, l'un partait pour le boulot et l'autre suivait. Et c'est pas si simple que ça. Donc, je pense que ça fait partie des atouts pour réussir une expatriation, c'est de le vouloir tous les deux, pas de se forcer. Et donc, voilà. Et donc, petit à petit, on a regardé un peu les projets. On a eu une proposition pour partir au Cambodge. Mon fameux frère aventurier avait été au Cambodge quelques années avant nous. Et donc, il m'a dit tout de suite, Charlotte, fonce, c'est génial, c'est un super pays. Donc, on s'est dit, OK. À ce moment-là, je venais d'accoucher de ma deuxième fille, l'aînée avait 4 ans et la deuxième avait 2 mois. Et on est parti avec un petit bout de 2 mois. Ça n'a pas été simple, je ne le cache pas. Ça a été compliqué au début. Parce qu'on était arrivé dans un pays qui était très, très peu développé, avec peu de choses. Et donc, ça n'a pas été facile, incontestablement. Je me suis pas demandé qu'est-ce que je faisais là. Je me suis dit, OK, maintenant j'ai décidé, je reste et je m'habitue et je ferai tout pour que ça se passe bien. Et en effet, voilà, ça s'est très, très bien passé. Là encore, on était parti pour 2 ans, on y est resté 10 ans. Donc, c'était une longue aventure. C'est comme ça, moi, j'improvise un peu le timing. Mais voilà, non, donc c'est le début de notre aventure. Donc, on a commencé au Cambodge, voilà, le voyage. Est-ce que tu pourrais nous rappeler à quel âge vous avez quitté la Belgique? Quel âge tu avais, toi? Du coup, on est parti en 97, pardon, hein, pour les Français. J'avais 4 ans à l'époque. Donc, est-ce que tu as des petits souvenirs de la Belgique avant ton départ pour le Cambodge? Des flashs, vraiment juste des flous. Mais je pense que c'est surtout grâce aux photos de l'époque que je me fais un peu des souvenirs. Mais c'est vrai que j'ai pas grand-chose d'avant mes 4 ans. Si je devais dire un truc, mais ça c'est juste parce que je le sais, comme Florence n'était pas encore née ou tout juste avant qu'on parte pour le Cambodge, ben, j'étais un peu la princesse de la famille à l'époque. Mais voilà, c'est juste un fait. Sinon, c'est vrai que non, je me souviens de rien. Est-ce que tu te souviens justement de l'annonce de ce départ et d'être montée dans cet avion ou encore une fois, c'est juste basé sur des photos ou de ce qu'on t'a raconté? Même pas, même pas. Je crois que j'ai pas du tout, parce que j'ai vraiment aucun souvenir de notre départ pour le Cambodge. D'ailleurs, j'ai pratiquement pas de souvenir de notre arrivée non plus, parce que de nouveau, j'étais toute petite et je pense que je réalisais pas du tout. Donc non, à part les souvenirs racontés par les parents, moi je ne me souviens de rien. Est-ce que tu te souviens comment ton entourage, comment eux, ils ont réagi à l'annonce que tu allais partir justement avec tes enfants? Écoute, je pense que, heureusement, comme je t'ai dit dans l'introduction, mon grand frère avait un peu frayé le chemin. Et donc, pour mes parents, qui étaient très tolérants pour l'époque, ils se sont dit que de toute façon, c'était notre aventure et qu'ils n'avaient pas de raison de nous empêcher de partir. Mes beaux-parents aussi étaient habitués au voyage, eux-mêmes avaient voyagé. Donc, on sortait tous les deux d'une famille de voyageurs. Et donc, je pense que inévitablement, on s'est toujours accueilli avec un peu de tristesse parce qu'on était loin, avec des petits-enfants. Donc, les grands-parents savaient qu'ils verraient leurs petits-enfants qu'une fois par an. Donc, ça, c'est pas beaucoup. Et je pense que moi, tout doucement, mes enfants maintenant grandissent et un jour, j'espère, me donneront des petits-enfants. Et je crains très, très fort cette idée qu'eux partent et que moi, je reste sans voir mes petits-enfants. Mais tant pis, c'est de ma faute, hein. J'ai montré le mauvais exemple. Donc, j'assumerai. Non, mais donc, heureusement, de mon côté, du côté de mon mari, il y avait de nombreux enfants et petits-enfants, donc ils étaient comblés. Mais c'est jamais simple, mais on n'a jamais eu de reproches ou quoi que ce soit. Tu sais, j'ai une de mes invitées qui m'a dit récemment, moi, c'est pas grave s'ils partent, je prendrai ma retraite et je les suivrai. J'irai où ils vont. Alors, c'est marrant parce que je viens de dire ça à une de mes filles. Je lui ai dit, tu t'installes où tu veux, mais tu construis une petite cabane pour moi. J'ai pas besoin de grand chose, mais tu me mets près de chez toi. Et puis, le jour où je dois m'en aller, tu fais un grand bûcher et puis c'est bon, quoi. Je voudrais juste rebondir sur quelque chose, c'est qu'il y a parfois des gens qui me disaient, mais enfin, partir avec des petits-enfants, c'est trop compliqué, moi je veux pas. Ou quelqu'un m'a dit il y a pas très longtemps, j'attends que mes enfants grandissent un peu.
Et si je peux passer un message, c'est celui de surtout partir avec des petits-enfants, c'est beaucoup plus facile parce que les petits-enfants sont ils s'adaptent partout. Et alors étonnamment, dans ces pays-là en tout cas, mais en Amérique du Sud, c'est un peu la même chose, c'est que c'est très facile de voyager avec des petits. Nous, on a voyagé dans beaucoup de pays d'Asie, du coup, avec des enfants qui étaient en bas âge. Et on n'a jamais eu autant d'aide, tout était facile, ils sont bien accueillis partout, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Alors oui, c'est pas toujours confortable, j'avais pas toujours une baignoire pour les baigner, mais on trouve toujours des solutions et c'est un avantage énorme. Donc n'hésitez surtout pas à partir avec des petits-enfants, moi je trouve que c'est génial. C'est beaucoup plus facile qu'avec des ados qui ont des soucis d'attachement, du coup, de séparation des copains et tout ça, donc voilà. Ah moi je t'avoue que j'avais pas de Pampers, il y avait pas de lait artificiel, il y avait rien de tout ça et donc au lieu d'amener beaucoup de vêtements, j'avais des valises de Pampers chaque année. Alors je dis Pampers, ça peut être une autre marque, mais parce que voilà, il n'y avait pas les langes, les locaux, ils se faisaient avec des langes qu'ils réutilisaient, mais moi je trouvais ça très compliqué, ouais. À l'époque, on n'était pas encore aussi éco-responsable que maintenant. Mais tout ça pour dire que oui, on a rencontré voilà, c'était pas simple tous les jours, on n'avait pas d'électricité tout le temps. Parfois, c'était le générateur qu'il fallait enclencher, les ventilateurs qui s'éteignaient la nuit, les enfants qui pleuraient parce qu'il faisait trop chaud, tout ça, oui, on a bien connu aussi. Et non, ça n'a pas été confortable tout le temps, mais ça reste un magnifique souvenir. Un grand merci à Charlotte et Colienne pour ce retour en arrière. La première partie de ce 100e épisode s'arrête ici et on espère vous retrouver pour la deuxième partie où là, nous allons être immergés dans la vie de ces 4 femmes au Cambodge. À très vite!